Chers amis de la revue de presse, bonjour. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Aujourd'hui encore, je vous amène pour un tour d'horizon des nouvelles qui font battre le cœur de notre continent. Et comme toujours, notre voyage commence par une escale au Bénin. Bénin Bouge informe que le Bénin est à la une de Forbes Afrique. Dans son édition d'août 2025, le magazine international Forbes met en lumière un pays en pleine transformation. Croissance record, infrastructure majeure, stabilité politique, puissance culturelle. Le Bénin est sur la carte. Cet article revient sur des faits saillants sur le Bénin. Comme l'annonçait la Nouvelle Tribune le 22 février 2024, le Bénin est présenté comme un pays émergent en Afrique avec une croissance économique remarquable. 7,5% en 2024 et des projections autour de 7,1% pour 2025 et 2027. Afrique.com rapportait dans un article du 17 janvier 2025 que selon le FMI, le Bénin figure parmi les 20 économies les plus performantes au monde, surpassant même certains voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Afrique Mag parle d'une digitalisation avancée des services publics. Plus de 1000 services disponibles via le portail national, dont 220 entièrement dématérialisés. Africa News rappelle qu'en cybersécurité, il y a des progrès spectaculaires. Le Bénin est passé du 149e au 56e rang mondial selon l'UIT et occupe désormais la 6e place africaine dans ce domaine. Selon Forbes Afrique, le Bénin est un modèle africain de croissance durable, d'innovation et d'audace. Il met en lumière plusieurs acteurs qui incarnent cette dynamique. Entre autres, Melinda Prudencio, directrice générale adjointe de Gozem, qui affirme que l'objectif est de professionnaliser le secteur du transport. Claude Borna, directrice générale de l'agence de développement de Semecity, qui, elle, affirme « Nous sommes convaincus qu'un étudiant formé à Semecity est capable de créer une application aussi disruptive que celle de la Silicon Valley californienne. » Toujours au Bénin, Kwasi informe que 3 terroristes ont été tués et des armes saisies dans le parc de la Pandjari. Les forces armées béninoises ont neutralisé 3 terroristes et saisi plusieurs fusils de guerre lors d'une opération menée entre le 31 juillet et le 3 août dans la région du parc national de la Pandjari, au nord-ouest du pays, selon des médias locaux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Mirador, un dispositif militaire mis en place pour contrer la menace terroriste et sécuriser les frontières nationales, notamment dans les zones sensibles du nord frontalière du Burkina Faso et du Niger. Selon les autorités, depuis mai 2025, les forces de défense ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés tentant de s'implanter sur le territoire. FAPA Info confirme l'information avec en titre 3 terroristes tués et des armes de guerre saisies dans le nord-ouest. Formation en cybersécurité de l'Assemblée nationale. Kaweru Info rapporte que les informaticiens de l'Assemblée nationale suivent une formation certifiante en cybersécurité. La salle polyvalente Idi Kolawole du Palais des Gouverneurs a accueilli mardi 5 août 2025 le lancement officiel d'une formation qualifiante et certifiante en cybersécurité. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gahounou Vlavonou. Bénin Web TV revient sur les propos du président Vlavonou. S'adressant aux agents informaticiens de l'institution, le président Vlavonou a exprimé sa grande satisfaction de voir se concrétiser cette initiative stratégique. Il a rappelé l'importance d'outiller le personnel technique du Parlement afin qu'il soit capable d'anticiper, détecter et réagir efficacement aux incidents de sécurité numérique. Nous poursuivons cette revue de presse avec le Gabon. Un influenceur gabonais d'origine libanaise arrêté pour avoir tenté d'extorquer le président de la République. Selon Africa Inside, l'influenceur a été arrêté après avoir proféré des menaces d'extorsion contre le président gabonais, le général Brice Oligui Nguema. L'homme prétendait détenir 46 enregistrements audio et 14 vidéos compromettantes pour le chef d'État gabonais. Il menaçait de les rendre publiques s'il ne recevait pas une rançon de 6 milliards de francs CFA, soit environ 9 millions d'euros. L'Orient le jour revient sur des précisions concernant l'intéressé. Nazi Marwan, connu sous le pseudonyme de Nazi sur les réseaux sociaux, a été interpellé début août à Beyrouth par la Sûreté générale à la demande des autorités gabonaises. Selon un communiqué de la
SG et une source sécuritaire gabonaise citée par RFI. La Direction générale de la Sûreté générale a arrêté le citoyen pour avoir porté atteinte aux relations diplomatiques entre l'État libanais et l'État gabonais, ce qui a menacé les intérêts de la communauté libanaise au Gabon. Voilà ce qu'on peut lire dans un communiqué de l'institution publié le 1er août. BBC News précise que les messages de nazis ont provoqué de l'indignation au niveau de l'opinion gabonaise. Dans une réaction, la communauté libanaise au Gabon a exprimé sa désolidarisation vis-à-vis du jeune influenceur. Mais ce dernier est allé un peu plus loin en diffusant un premier enregistrement de ce qu'il indique comme étant une conversation entre lui et le président gabonais Oligui Nguema. BBC News rappelle que Nazi avait été interpellé brièvement au Gabon avant d'être libéré par les services spéciaux du pays. Mais une fois au Liban, il a récidivé en multipliant ses invectives contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Le jeune influenceur pourrait être inculpé pour corruption en bande organisée, chantage et injures publiques. Escale cette fois-ci au Rwanda. Le Rwanda accueille les migrants américains. Gazeta Express révèle que le gouvernement rwandais a annoncé mardi 5 août qu'il accepterait jusqu'à 250 migrants qui doivent être expulsés des États-Unis dans le cadre d'un nouvel accord conclu avec Washington. Washington a lancé ces derniers mois une campagne massive d'expulsion et négocie des accords controversés pour envoyer des migrants vers des pays tiers, principalement en Afrique. Un groupe de 8 migrants expulsés des États-Unis a été arrêté le mois dernier par les autorités sud-soudanaises. Parmi eux, une seule est une femme de nationalité soudanaise. En juillet, 5 sans-papiers originaires de pays d'Asie et des Caraïbes ont été expulsés vers un petit pays d'Afrique australe. L'administration Trump a déclaré que leur pays d'origine avait refusé de les accueillir. Africa News précise que selon Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, l'accord repose sur des valeurs sociétales fortes. Presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement et notre société est fondée sur la réintégration et la réhabilitation, a-t-elle affirmé. Le Rwanda, en pleine croissance économique et avec une stabilité politique reconnue, se positionne désormais comme un acteur clé dans la gestion internationale des migrations, poursuivant en parallèle d'autres accords bilatéraux pour l'accueil de migrants et demandeurs d'asile. Au Mali, l'AES réclame la fin des entraves au droit d'accès à la mer. Selon Kwasi, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral qui se tient à Azawa, la Confédération des États du Sahel, AES, a fermement dénoncé les obstacles à son accès à la mer qu'elle juge injustes et politiquement motivés. C'est le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, qui a porté la voix de l'AES. Il a dénoncé des violations répétées des conventions internationales orchestrées pour isoler économiquement et stratégiquement des États de l'AES et a demandé à l'ONU une condamnation claire de ces entraves. Malgré des ressources naturelles abondantes, la région fait face à des contraintes structurelles liées à son enclavement. À cela s'ajoute, selon le discours prononcé, des décisions unilatérales de fermeture de corridors perçues comme des mesures de pression politique. Selon APA News, le discours s'appuie notamment sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention de 1965 relative au commerce du transit des États sans littoral pour rappeler que l'accès à la mer et depuis la mer constitue un droit opposable. L'AES a salué la Guinée, la Mauritanie et le Togo pour avoir maintenu leur route de transit ouverte. Au Burkina Faso, le général Célestin Semporé fait le point sur la reconquête du territoire. Selon l'Infodrome, le 4 juillet 2025, à Ouagadougou, a débuté l'évaluation semestrielle des ministres burkinabés. C'est le général Céleste Semporé, ministre de la Défense, qui ouvrait cette série de bilans. Après une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, il a présenté son taux d'exécution de 36,61% des engagements pris entre janvier et juin 2025. Ce chiffre, à première vue modeste, doit selon lui être à relativiser. Plusieurs actions lancées au cours du premier semestre n'ont pas encore atteint leur terme, parmi lesquelles la réorganisation des formats militaires et les recrutements en cours. Ces opérations cruciales pour renforcer les capacités des forces armées ne pourront être pleinement appréciées qu'à la fin de l'année. Le ministre a fait état d'une progression tangible sur le terrain avec la réappropriation de 72,70% du territoire burkinabé contre 70,89% fin 2024. Parmi les avancées significatives, la vallée du Sourou et particulièrement la localité de Di a été reprise. La stabilité est également revenue à Diapaga et Djibo, localités longtemps fragilisées par
l'insécurité. Ces gains sont d'autant plus importants qu'ils permettent une reprise progressive de la vie économique et administrative. Le Faso.net confirme l'information et précise que le ministre Célestin Samporé, à sa sortie d'évacuation avec le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, a expliqué que les localités sont régulièrement ravitaillées. Vous avez pu constater celui de l'Est et celui de Djibo avant la saison des pluies. Nous avons permis le démarrage des activités économiques de la mine Boungou et le retour progressif de l'administration, a-t-il affirmé. Au Togo, le ministre des Droits de l'Homme répond aux accusations. Le gouvernement est mis en cause suite aux 7 morts lors des manifestations de juin. Le ministre des Droits de l'Homme, Pacom Adjourovi, répond notamment aux accusations de répression. À la Une Togo précise qu'avec franchise et clarté, il a répondu aux questions concernant l'interdiction des manifestations, la suspension de certains médias français, les accusations de présence de miliciens et les décès survenus dans la lagune. Le ministre a souligné que les manifestations n'étaient ni déclarées ni autorisées et étaient orchestrées par des groupes minoritaires, y compris certains membres de la diaspora, dans une tentative manifeste de déstabilisation politique. Concernant la suspension de RFI et de France 4, M. Adjourovi a précisé que cette décision répondait à la diffusion récurrente d'informations jugées inexactes et orientées. Il a rappelé que la responsabilité journalistique exige rigueur, vérification des faits et impartialité. Le ministre a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et a précisé que les zones où les décès ont eu lieu sont historiquement dangereuses. Il a appelé à la retenue et a dénoncé les accusations infondées émanant de certaines organisations civiles politisées. Des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière sur ces drames. Le ministre a catégoriquement démenti les allégations de présence de miliciens, les qualifiant de pure invention propagée par certains cercles cherchant à troubler l'ordre public. Toujours au Togo, APA News informe que le président sierra-léonais, président en exercice de la CEDEAO, se rendra au Togo dans un contexte de tension avec les régimes sahéliens. La visite est entamée ce vendredi 8 août à l'invitation du président du Conseil togolais, Faure Essotina Gnassingbé. Ce déplacement s'inscrit dans un climat régional tendu avec la persistance des divergences entre la CEDEAO et les régimes militaires sahéliens ayant quitté l'organisation sous-régionale. Le dirigeant togolais s'était notamment distingué par son opposition à l'application des sanctions de la CEDEAO contre ses gouvernements de transition. Faure Gnassingbé avait été mandaté aux côtés du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour mener des négociations avec l'AES. Tentative de médiation qui n'a pas abouti au retour des pays concernés au sein de l'institution régionale. Selon l'agence de presse africaine, cette rencontre bilatérale ambitionne de consolider les liens entre Lomé et Freetown, s'inscrivant également dans l'effort de dialogue et de réconciliation mené par les dirigeants ouest-africains pour préserver l'unité de la CEDEAO. Cameroun, la candidature de Maurice Kamto recalée au Cameroun. Beaucoup d'éléments n'étaient pas en sa faveur. Le principal opposant de Paul Biya en vue du scrutin présidentiel d'octobre au Cameroun, Maurice Kamto, n'a pas le droit de concourir à la présidentielle. Le politologue Stéphane Akwa revient sur cette décision sur TV5 Monde. Selon lui, la décision de la Cour constitutionnelle de rejeter la candidature de Maurice Kamto n'a pas surpris les observateurs. Selon Stéphane Akwa, plusieurs éléments jouaient en défaveur de Kamto. Son changement de parti juste avant le dépôt des candidatures a été un point de discorde. Au Cameroun, quand on quitte un parti et qu'on en rejoint un autre, il faut prévenir l'administration. Et cela n'a pas été fait visiblement, explique Stéphane Akwa à TV5 Monde. D'autres questions ont été soulevées concernant la légitimité de la lettre d'investiture jointe à son dossier. Ce sont ces irrégularités qui ont conduit la Cour à trancher en défaveur de Kamto, confortant au passage les sceptiques. Au même moment, Kouassi rapporte que face à un système jugé défaillant depuis 4 décennies, Joshua aussi, le candidat du SDF, lance un vibrant appel au rassemblement populaire en vue du scrutin du 12 octobre prochain. Dans une déclaration rendue publique, Joshua aussi, le président du SDF, ne mâche plus ses mots. Le Cameroun traverse une crise profonde qui nécessite un véritable changement de cap fondé sur une refondation profonde des institutions, a affirmé Joshua aussi. L'ancien député de Wouri dresse un tableau sombre de la situation nationale. Selon lui, le pays fait face à 43 années de souffrance aggravée par la capture de l'État. Joshua aussi promet de garantir une éducation de qualité et une santé pour tous, tout en relançant la
la croissance économique par la création d'emplois décents, de stabilité et de prospérité. Face à ce qu'il présente comme une impasse démocratique, Joshua aussi formule l'appel solennel à l'ensemble des forces d'opposition et à la société civile. Son message est clair. Seul un large rassemblement populaire peut permettre de réussir l'alternance par la voie des urnes. Le candidat du SDF rejette catégoriquement ce qu'il qualifie de simple jeu de chaises musicales entre acteurs du même système. Pour lui, 3 options s'offrent aux Camerounais. Maintenir le statu quo, accepter des changements cosmétiques ou opter pour une transformation radicale du pays. Après le Bénin, c'est à la Côte d'Ivoire de célébrer sa 65e année d'indépendance. All Africa, après avoir rappelé l'histoire de la Côte d'Ivoire, revient sur quelques mots du discours du président Alassane Ouattara. Dans son allocution à la nation prononcée la veille de cette commémoration, le président actuel Alassane Ouattara a souligné que 65 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge où une nation peut avec fierté mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est donc bien plus qu'une commémoration, c'est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur. DW précise que pendant une quinzaine de minutes, Alassane Ouattara a évoqué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous sa présidence, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social et des infrastructures. Mais revient également sur les propos des Ivoiriens interrogés dans les rues d'Abidjan qui ont des avis partagés. Pour certains, ce discours est très positif et augure d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Pour d'autres, Alassane Ouattara n'a pas répondu à leurs attentes. Il s'attendait à plusieurs choses. Le coût élevé de la vie, les factures qui montent, mais il n'en a pas parlé. Pour Dao Sekou du conseil politique du parti présidentiel de RHDP, le président ivoirien a fait le tour des grandes questions du moment, mais il espérait bien plus. Sur sa page Twitter, Pascal Afine-Guessan du Front populaire ivoirien écrit « Pour Alassane Ouattara, tout va bien en Côte d'Ivoire. Déni de réalité de la part d'un président candidat en campagne. » Comme tous les ans, dans son adresse à la nation, le président Ouattara a accordé sa grâce présidentielle à 8533 détenus du droit commun. Côté festivités, un grand défilé militaire à Bouaké, dans le centre du pays. L'Infodrome nous informe cependant que Laurent Gbagbo a décliné l'invitation d'Alassane Ouattara à la célébration du 7 août à Bouaké. Pour la 5e année consécutive, depuis son retour au pays, Laurent Gbagbo ne prend pas part à la cérémonie officielle de célébration de l'indépendance. Invité d'honneur du président Alassane Ouattara pour cette édition, l'ancien chef d'État a opposé un refus poli, évoquant son indisponibilité pour le 7 août. Selon Ivoire.net, la célébration de Bouaké, ville hautement symbolique dans l'histoire politique récente du pays, devrait marquer un moment fort de rassemblement. Une présence côte à côte de Gbagbo et Ouattara aurait envoyé un signal fort à l'opinion. Mais les tensions persistantes entre les deux figures politiques en ont décidé autrement. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo reste exclu du processus électoral. En cause, sa condamnation à 20 ans de prison dans le dossier de la BCEAO qui l'empêche de figurer sur les listes électorales. Malgré un récent échange téléphonique entre les deux hommes d'État, aucune rencontre publique n'a eu lieu et les tentatives de rapprochement semblent pour l'instant suspendues. Toujours en Côte d'Ivoire, Abidjan.net informe que la marche du Front commun PDCI-PPACI est autorisée par le gouvernement et aura lieu le 9 août prochain à Yopougon. La marche du Front commun de l'opposition ivoirienne composée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du Parti des partis des peuples africains a été finalement autorisée par le gouvernement ivoirien. L'information a été donnée le mardi 5 août 2025 par Yagui Jean Likana, un député du PDCI-RDA, au terme d'une rencontre entre le préfet d'Abidjan, des responsables des forces de sécurité et les partis du Front commun PDCI-PPACI. L'itinéraire a été arrêté par les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement représenté par le préfet d'Abidjan et les partis politiques du Front commun. Fratmat Info précise qu'initialement prévue pour le samedi 2 août, la marche avait été annulée par le préfet d'Abidjan pour plusieurs raisons. Parmi les motifs évoqués figurait la forte gêne à la circulation que la manifestation aurait causée sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, l'indisponibilité des forces de sécurité ainsi que les risques sécuritaires liés à l'occupation de la place de la République située à proximité du palais présidentiel d'Abidjan. Tout est fin prêt à Bassam en Côte d'Ivoire pour la cérémonie d'ouverture du sommet mondial du coaching. Dans une vidéo diffusée sur ses différentes pages, le coach Patrick Armand-Pouillon donne les détails sur le déroulement de la grande cérémonie d'ouverture du 9e sommet mondial du coaching le
le 13 août 2025 à 19h à l'hôtel Golden Palace de Bassam. Dès l'ouverture, la présidente nationale des ambassadeurs du développement de la République de Côte d'Ivoire, avec son énergie unique, conduira solennellement l'hymne de la République ivoirienne. Puis, le président des ambassadeurs du développement des Amériques et du Canada conduira le credo du FIAD, l'hymne de la positivité en français et en anglais. Ensuite, le directeur général du Sommet mondial du coaching, expert en banque et finance, arrivé tout droit de Dakar, se chargera de souhaiter la bienvenue. Et là, direction la France. Une psychologue réputée partagera son expérience en coaching et en programmation. Cap ensuite sur le Bénin. Une grande dame, influenceuse béninoise, activement suivie sur TikTok, livrera un témoignage puissant. Un témoignage qui transforme les vies. Puis place à un grand entrepreneur togolais, chef d'entreprise en Côte d'Ivoire, qui partagera ses clés de réussite. Et ce sera au tour du coach Pognon de raconter comment il est passé de là où il était à la réussite d'aujourd'hui. Une autre grande dame, directrice générale d'un hôtel réputé au Cameroun, touchera le public avec un message fort sur la générosité. Et pour finir, une grande séance de programmation animée par un coach et entrepreneur du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le coach Pognon vous invite à vous préparer pour ce soir-là, car dit-il, ce sera un moment inoubliable. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.